L'élection Chantal Compaoré a participé à Genève en Suisse à un haut panel sur les bonnes pratiques de lutte contre le fléau. Et puis les robinets de Bobo Dioulasso dégorgent de moins en moins d'eau. La ville est touchée par une pénurie. Le constat et les raisons de ces coupures d'eau dans cette édition. Voilà pour les titres. Bonjour à tous et merci de nous recevoir chez vous. C'est une aubaine pour la jeunesse burkinabé. Le chef du gouvernement, Luc Adol Tiao, a procédé ce matin au lancement des activités de création d'emplois pour les jeunes. Ce sont plus de 25 milliards de francs CFA qui seront injectés dans ce programme financé grâce au soutien de la Banque mondiale. Plus de détails avec Abdul Rasmane Zongo. Lutter contre le chômage, le sous-emploi et l'inactivité des jeunes par la création d'emplois temporaires et la formation professionnelle, c'est l'un des objectifs de ce nouveau projet. Le projet Emploi des jeunes et développement des compétences, financé par la Banque mondiale à hauteur de 25 milliards de francs CFA. Nous avons un financement de 25 milliards de francs CFA qui va appuyer la création d'emplois de 30 000 et plus jeunes. Dans les activités de haute intensité, ils vont travailler sur les routes, ils vont travailler dans les communes, ils vont apprendre aussi, on va aussi renforcer leurs capacités. D'une durée d'exécution de 5 ans, ce projet a une particularité saluée par le patron de la cérémonie. L'originalité de ce programme par rapport aux autres, c'est que d'abord, vous savez, sur à peu près les 30 000 et quelques emplois qui seront donc octroyés aux jeunes, surtout en matière de travaux à haute intensité de main-d'œuvre, c'est de faire en telle sorte que ces jeunes, lorsqu'ils auront fini leur contrat, ne retombent plus dans le chômage. Donc c'est de leur permettre, à l'issue de leur contrat, d'acquérir une compétence professionnelle pour leur permettre de faire autre chose. Et je pense que ça c'est une très bonne idée. C'est pourquoi, en plus de ça, il y a tout un volet consacré à la formation professionnelle, au développement des compétences. Quant aux bénéficiaires, ils sont estimés à 46 800 jeunes âgés de 16 à 35 ans. L'emploi des jeunes et du développement des compétences est une question cruciale et toute initiative visant à apporter des solutions à cette problématique est salutaire. Et donc nous allons travailler de concert avec les structures en charge de l'exécution de ce projet pour diffuser l'information auprès du public cible afin que les uns et les autres qui sont dans le besoin puissent savoir les conditions pour y bénéficier. À travers le lancement officiel des activités du dit projet, le gouvernement burkinabé, avec l'appui de ses partenaires techniques et financiers, en l'occurrence la Banque mondiale, traduit davantage sa volonté de contribuer à l'épanouissement de la jeunesse, moteur de développement de toute nation, et cela par la création d'emplois décents, l'offre d'une formation professionnelle adaptée et l'acquisition de compétences. La première dame Chantal Compaoré a participé aux travaux de la 26e session du Conseil des droits de l'homme qui s'est tenue lundi dernier à Genève en Suisse. À cette tribune, l'ambassadrice de bonne volonté a partagé l'expérience du Burkina Faso dans la lutte contre les mutilations génitales féminines. Le point avec nos envoyés spéciaux Salif Belem et Godefroy Bazier. C'est une première dans l'histoire du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Tenir un panel de haut niveau sur l'identification des bonnes pratiques dans la lutte contre les mutilations génitales féminines MGF. Il a eu lieu au Palais des Nations à Genève et a connu la participation du Burkina, représenté à cette rencontre qui a fait salle comble par la première dame qui a eu l'honneur d'ouvrir cette rencontre à la suite du haut-commissaire des Nations Unies pour les droits de l'homme Nabi Pillay et de Mariam Lamizana, présidente du CIF. Tour à tour, les panélistes ont été interrogés par la modératrice, l'ambassadrice du Togo auprès de la mission permanente des Nations Unies, Nakpa Polo. Chantal Compaoré a fait l'état des lieux des 29 pays africains concernés par les MJF, puis évoqué les causes des MJF et partagé avec les participants quelques bonnes pratiques dans la lutte contre les mutilations génitales féminines. La première dame du Faso a précisé que la lutte commence à porter ses fruits au Burkina, puisque le taux de prévalence, qui était de 20% en 2003, est passé de nos jours à 13%. Ce sont 3 décennies d'action conjuguées avec la mise en place d'un cadre institutionnel
l'élaboration de programmes et plans et l'instauration du plaidoyer au niveau national et international qui ont permis d'atteindre des résultats probants au Burkina, a précisé la Première Dame. En renforçant les capacités des acteurs, renforcer le plaidoyer auprès des autorités politiques et administratives, ainsi que des leaders d'opinion, afin d'accroître leur soutien et implication à la lutte. Intensifier les campagnes de communication en mettant un accent particulier sur l'éducation des jeunes et leur responsabilité dans la lutte. Diffuser les instruments régionaux et internationaux, notamment le protocole de Maputo de la résolution 67-146 de l'Assemblée générale des Nations unies. Chantal Compaoré, dont les actions en faveur de la lutte contre les MGF ont été unanimement saluées par les participants, a mis en lumière les bonnes pratiques qui vont aux déclarations publiques d'abandon à l'introduction de modules de l'enseignement, en passant par le soutien aux victimes à travers leur prise en charge. Quant à Mariam Lamizana, elle s'est attardée sur les perspectives régionales, sur les normes sociales et culturelles qui sous-tendent les MGF, les pratiques prometteuses pour lutter contre les mutilations et le rôle des organisations et mécanismes régionaux pour aider les efforts de lutte contre les MGF. Sont également intervenus à ce panel Irati Wijeman, membre du comité des droits de l'enfant, Lise Dishburn du département de développement international de la Grande-Bretagne et Nafissatou Diop, coordinatrice du programme conjoint de lutte contre les MGF UNFPA-UNICEF, et Marlène Temerman, directrice du département santé de la reproduction à l'OMS. Un panel qui a permis de tirer de grands enseignements. Nous sommes arrivés à un stade où, avec la résolution onusienne, nous devons avancer. Nous devons avancer dans nos approches par rapport à la lutte contre la pratique de l'excision. La participation de la Première Dame a été saluée par les participants, preuve de son leadership dans la bataille contre les pratiques avilissantes, et cette reconnaissance est accueillie avec fierté par le Burkina. Disons, j'ai été très fière parce que d'avoir pu contribuer à la résolution onusienne concernant les mutilations génitales féminines. Il faut dire que ici ce matin, j'ai été agréablement surprise des compliments que toutes les délégations ici présentes ont pu me manifester. Pour moi, c'est une grande fierté d'avoir pu apporter ma modeste contribution à l'avancée concernant les mutilations génitales féminines. Et pour moi, c'est une grande fierté et une fierté aussi pour le Burkina. Ce panel a permis au bout du compte de mettre en avant les progrès réalisés, les bonnes pratiques, les défis et les obstacles rencontrés dans la lutte contre les MGF pour atteindre la tolérance zéro, défi que relève depuis 2 décennies avec succès Chantal Compaoré, la Première Dame du Faso. Et puis, en marge des travaux de cette rencontre, l'épouse du chef de l'État a été reçue par 2 personnalités. Il s'agit du haut-commissaire aux droits de l'homme et du président du Conseil des droits de l'homme. Les échanges ont porté sur les stratégies à développer pour lutter davantage contre les mutilations génitales féminines. Le compte rendu de ces 2 audiences avec nos envoyés spéciaux Salif Belem et Godefroy Bazier. À Genève, la Première Dame a multiplié les concertations afin de gagner la bataille contre les mutilations génitales féminines. Les plaidoyers sont nécessaires dans cette perspective. Ainsi, Chantal Compaoré a eu des échanges avec le haut-commissaire aux droits de l'homme, Navi Pillay, qui a prêté une oreille attentive aux plaidoyers de la Première Dame. Je suis venue lui présenter les efforts que nous avons pu faire au niveau du comité interafricain dans la lutte contre la pratique de l'excision et puis lui demander de nous soutenir, que nous puissions arriver à la tolérance zéro aux mutilations génitales féminines. Elle s'occupe des droits de l'homme et tout ce qui concerne les mutilations génitales féminines font partie des droits de l'homme. C'est des préoccupations pour elle et pour nous aussi. Donc, c'est une manière aussi de nous accompagner dans nos efforts et nous pensons qu'avec l'aide qu'elle va nous apporter, nous pourrons arriver à de bons résultats dans le futur. À la suite du haut-commissaire aux droits de l'homme, la Première Dame a été reçue en audience par le président du Conseil des droits de l'homme qui a loué les efforts de Mme Compaoré dans la lutte contre les MGF. Non, c'était déjà pour dire à la Première Dame que c'était un honneur
pour le président du Conseil des droits de l'homme que je suis et qui est originaire d'un pays africain, le Gabon, d'avoir une personnalité de haut niveau qui vient au Conseil des droits de l'homme faire part de son expérience, des expériences africaines dans le cadre de la promotion et de la protection des droits de l'homme. Le combat qui est mené dans ce domaine, et nous voyons l'implication, la grande implication, je dis substantielle de la Première Dame, c'est un combat qui doit avoir un achèvement qui porte des fruits. Ces différentes rencontres devraient donner un coup d'accélérateur à la lutte contre les MGF qui bafouent les droits des femmes et leur santé. Fin mercredi dernier, des travaux de l'atelier sur l'état des lieux des financements extérieurs au Burkina Faso, parlementaires, partenaires techniques et financiers et acteurs gouvernementaux ont ensemble échangé autour de la gestion des fonds alloués au Burkina Faso par les institutions et les organismes internationaux. Le point avec Sylvain Vebamba. 3 recommandations à l'adresse du gouvernement, des partenaires techniques et financiers et de l'Assemblée nationale, ainsi qu'une résolution ont sanctionné l'atelier sur l'état des lieux des financements extérieurs au Burkina, organisé par le réseau des parlementaires sur les financements extérieurs. Appréciation d'un partenaire technique et financier. Je suis impressionnée par 3 choses. Première chose, c'est l'engagement et la participation active de tous les membres qui étaient présents dans la salle. Deuxième chose, c'est la pertinence des questions que les députés ont posées concernant le financement extérieur. Et troisièmement, c'est les recommandations qu'ils ont faites à la fin de cette rencontre. 6 communications et un panel ont permis aux participants de passer en revue plusieurs sous-thèmes liés à la problématique des financements extérieurs. Les difficultés qui existent, que ce soit du côté du gouvernement en termes d'absorption justement de ces crédits, mais notre pays en tout cas est bien placé parmi les pays qui ont une capacité d'absorption de crédits. Mais maintenant, là où le bas blesse, c'est un peu à l'interne. Et nous avons pris une résolution de pérenniser ce genre de rencontres. Et nous avons également fait des recommandations, aussi bien à l'Assemblée nationale, au gouvernement et au PTF, pour améliorer les procédures de passation de marché, pour améliorer les procédures de collecte des ressources et surtout donner une transparence dans la gestion des ressources extérieures. Ils sont parfois des prêts comme des appuis budgétaires. Donc il nous permettra sans nul doute, dans nos prises de position, dans l'analyse des différents budgets, pour juger effectivement le taux d'endettement de notre pays. L'engouement suscité par cette première grande activité du réseau annonce d'autres actions identifiées par les acteurs gouvernementaux et les parlementaires ayant pris part à l'atelier. C'est un exemple de partenariat sud-sud. Pour la 4e fois, les élus locaux de la Côte d'Ivoire et du Burkina Faso se sont retrouvés pour discuter de leurs préoccupations communes. La rencontre a eu lieu à Waïguya et a porté sur le rôle et la place des élus locaux dans la lutte contre les changements climatiques. Le reportage est de Adama Ouedraogo. Ils sont tous des maires des communes ou des présidents de conseils régionaux venus de Côte d'Ivoire et du Burkina Faso. Tous acteurs de la décentralisation, ils vont pendant 2 jours se pencher sur la thématique « Rôle et place des élus locaux dans la lutte contre les changements climatiques ». Pour les changements climatiques, on n'a pas besoin d'être ingénieur, scientifique ou quoi que ce soit. Il faut seulement observer autour de nous. La saison pluvieuse n'est plus à la même date. Les saisons s'installent soit tardivement, soit de façon précoce. L'eau est excessive ou elle est insuffisante, etc., etc. Soit il y a des inondations ou des sécheresses. Les suggestions et recommandations issues de cette 4e rencontre des élus locaux de Côte d'Ivoire et du Burkina permettront sans doute aux participants de repartir dans leurs localités respectives avec des pistes de solutions sur la thématique. La population du Burkina ou de la Côte d'Ivoire en 1960 n'est pas la même aujourd'hui. On assiste à une croissance de la population. Qui dit croissance de la population dit attaque de la nature. Parce qu'il faut produire plus pour nourrir plus. Et il faut organiser cela. Nous utilisons la nature, mais la nature est très rancunière. Elle nous la rend, elle nous fait payer. Je voudrais vous rassurer qu'il y a des exemples
palpables qui prouvent que les populations peuvent adopter des bonnes pratiques par rapport au changement climatique. Prenons seulement le mode de construction que nous avons au Burkina. Sans fondation, depuis quelque temps, à travers les rencontres, à travers la sensibilisation, à travers des cas pratiques d'enseignement avec un certain nombre d'ONG et de sociétés spécialisées, nous arrivons à bâtir des fondations dans un premier temps et par la suite à construire un banco au-dessus. Ça veut dire que les populations peuvent intégrer ça dans leur mode de construction, quel que soit le lieu où ils se trouvent dans les villages. À cette rencontre de Ouaouia, des communes du Burkina et de Côte d'Ivoire ont signé des conventions de partenariat. Cette rencontre a pu se tenir grâce au financement conjoint de l'Association internationale des maires francophones et de l'Union européenne. Depuis mercredi dernier, certains secteurs de la ville de Bobo-Dioulasso manquent d'eau. Cette pénurie est due à une panne survenue sur les installations de la station de traitement de Nasso. En attendant la fin des coupures prévues pour demain samedi, l'ONEA a déployé des camions-citernes pour ravitailler les habitants des quartiers concernés. Le reportage est de Amadou Lougué. Ce camion-citerne qui ravitaille les habitants en eau, ce n'est pas courant dans la ville de Bobo-Dioulasso. Depuis hier, on n'a pas d'eau. On est en train de se débrouiller comme ça. On ne sait même pas si on va avoir. En tout cas, on est dans le rang. J'ai attaché mes habits depuis avant-hier pour laver. Je n'ai pas encore eu l'eau. Une panne sur les installations de l'ONEA serait à l'origine de ce désagrément. Et cela s'est produit ici, à la station de traitement d'eau implantée à 15 km de Bobo-Dioulasso. La panne remonte à hier matin, hier mercredi, à 5 heures, où nous avons enregistré un incident majeur qui concerne la rupture de la conduite principale qui alimente la partie sud de la ville de Bobo-Dioulasso. Alors cela nous a amené à arrêter totalement la station pour engager les premières opérations de rétablissement du service. Alors, dès l'après-midi d'hier, on a pu rétablir une partie des installations de l'usine, ce qui nous permet, depuis hier soir, d'alimenter la zone nord de la ville de Bobo-Dioulasso. Alors, mais actuellement, la partie sud reste toujours privée d'eau, du fait que nous n'avons pas encore terminé toutes les réparations qui puissent nous permettre de reprendre le compas vers cette partie-là. Cette partie sud de Bobo encore privée d'eau sont entre autres les secteurs 24, 25, Belleville, Lafiabougou, Sarfalao, Kunima, Ouézinville, Bendougusso, Diara-Dougou, Dioulasoba, soit près d'une vingtaine de zones concernées. Les techniciens sont à la tâche. L'ONEA rassure que tout va rentrer dans l'ordre d'ici samedi. Pensons que d'ici 48 heures, c'est-à-dire que jusqu'à samedi, nous pourrons rétablir convenablement la situation. Nous avons déployé des citernes au niveau des quartiers qui sont privés d'eau actuellement pour permettre à la population de s'approvisionner pendant toute la phase de réparation de ces installations. Nous sommes à pied d'œuvre pour contenir la situation, mais je voudrais lancer un appel à la population pour qu'elle soit compréhensible. Ce n'est pas une situation voulue, ça nous a tous surpris, mais on est en train de mettre des efforts pour rétablir la situation. Selon l'ONEA, c'est la première fois qu'une panne d'une telle ampleur se produise sur ce site depuis sa création il y a 14 ans. Les responsables des institutions et des services chargés de la gestion des ressources en eau sont en formation à Kombisiri. Cette session de renforcement des capacités a pour but de donner aux participants les compétences nécessaires pour un meilleur management des ressources en eau et asseoir une résilience au changement climatique. Le reportage est signé Bassirou Doussa et Adama Koulibaly. Au Burkina Faso, la pénurie d'eau et les catastrophes liées au changement climatique sont récurrentes. Pour y remédier, le renforcement des capacités des acteurs impliqués dans la gestion de l'eau est plus que jamais nécessaire. C'est dans cette perspective que le ministère en charge de l'eau et le partenariat national de l'eau ont procédé au lancement du programme sur la sécurité en eau et la résilience au changement climatique au Burkina Faso. Dans un processus de la mise en œuvre des engagements qui ont été pris par les chefs d'État et de gouvernement à Sharm el-Sheikh en Égypte en 2008. Au titre de ces engagements,
nous avions plusieurs volets, dont la sécurité de l'eau, qui a été portée par l'AMCO et qui est aujourd'hui mise en œuvre par le Global Water Partnership, le GWP, dont la composante du Burkina, le partenariat national de l'eau. Il s'agit d'outiller ces acteurs sur les stratégies appropriées pour la gestion de l'eau. Nous avons prévu de faire des formations sur, disons, la GIR, la gestion intégrée des ressources en eau. Donc il s'agit de mettre, disons, tout le monde au même niveau pour comprendre un peu ce que c'est que la GIR. Nous allons également faire comprendre aux gens les phénomènes de changement climatique et, disons, les adaptations que nous pouvons faire. Ce programme ne concerne spécifiquement que le Burkina Faso et le Ghana, mais la mise en œuvre du programme Eau, Climat et Développement dans son ensemble couvre 8 pays d'Afrique. La 24e journée internationale de l'enfant africain, c'était le 16 juin dernier. Pour marquer d'une pierre blanche cette journée, l'ONG Plan Burkina a organisé une cérémonie au profit des enfants du site d'accueil des réfugiés de Mentao. Le point avec Ahadi Sandamba. Camp des réfugiés maliens de Mentao dans la commune urbaine de Djibo. Nous sommes le lundi 16 juin 2014. C'est ici que l'ONG Plan Burkina a choisi pour commémorer la 24e journée internationale de l'enfant africain. Placée sous la problématique d'une éducation de qualité, gratuite, obligatoire et adaptée pour tous les enfants en Afrique, cette journée est une occasion pour l'ONG Plan Burkina et ses partenaires d'attirer l'attention aussi bien des décideurs politiques que des parents sur la nécessité de faire de l'éducation de qualité une réalité en Afrique, surtout en situation d'urgence, comme ici à Mentao. Parlant de la journée de l'enfant africain, c'est une question de promotion des droits des enfants. Et nous croyons qu'ici, il y a beaucoup d'enfants dans le camp. Et du fait que ces enfants ont été déplacés, nous avons besoin de travailler et de sensibiliser l'opinion publique sur la nécessité de respecter leurs droits. Et nous voyons aussi que cette année, nous mettons l'accent sur une éducation de qualité. Alors, les enfants qui ont été déplacés dans un autre territoire, sur des sites, nous avons besoin effectivement d'attirer l'attention de leurs parents, mais aussi de tout le monde sur la nécessité de travailler pour que ces enfants-là puissent effectivement avoir droit à une éducation de qualité. Tour à tour, les différents acteurs sont passés à la tribune, d'aucuns pour partager avec l'assistance l'état actuel de l'éducation des enfants réfugiés maliens, apprécier les actions menées dans ce sens et plaider une fois de plus pour l'éducation de la jeune fille. Ce fut le lieu également pour l'ONG Plan International de remettre aux autorités le rapport de synthèse 2013 de la campagne « Parce que je suis une fille ». Une campagne qui présente chaque année la situation des filles dans le mois. Le comité ministériel de lutte contre le sida du ministère de la Défense nationale et des anciens combattants donne l'opportunité aux militaires de connaître leur statut sérologique. Il a organisé à cet effet une campagne de dépistage volontaire du VIH-Sida au profit des soldats et de leurs familles. Le reportage est de Nathalie Savadogo. Ces militaires ont répondu présents à cette campagne de dépistage du VIH-Sida au camp Guillaume Ouedraogo. Ils veulent savoir leur sérologie pour mieux lutter contre ce fléau. Et pour cela, ils doivent s'entretenir avec les conseillers pour les formalités d'usage, ensuite se rendre au laboratoire pour le prélèvement sanguin et enfin rencontrer le médecin pour les résultats et conseils. L'objectif global du cadre stratégique de lutte contre le sida, un peu défini par le CNLS, qui est pour cette année l'objectif c'est 0 nouvelle infection, 0 discrimination et 0 décès liés au VIH. Et pour pouvoir atteindre ce genre d'objectif, il faut forcément, pour qu'il n'y ait pas de décès, il faut parfois dépister les gens très tôt pour pouvoir faire une prise en charge rapide. La séroprévalence au sein des forces armées est quasi identique dans la population générale qui est de 1% aujourd'hui. C'est une campagne qui se déroule dans toutes les garnisons de la ville de Ouagadougou et ce pour 48 heures. Elle prend en compte les militaires et leurs familles, mais aussi la population civile. Et je suis simplement venu aujourd'hui pour faire ce dépistage pour connaître ma sérologie. Le dépistage est nécessaire pour tout citoyen. Le militaire est un citoyen comme les autres. Il peut être contracté par le sida. Et pour éviter d'infecter mes partenaires, je viens pour faire mon test comme tout bon citoyen burkinabé. C'est pour pouvoir connaître ma sérologie
et pouvoir bénéficier d'une prise en charge à temps. Si les résultats de l'examen s'avèrent positifs, une équipe de psychologues et de l'action sociale est mise en place pour accompagner le patient. Avant Ouagadougou, cette campagne a été organisée à Bobo-Dioulasso, Kaya, Tenkodogo, Wayugia, avec l'appui des partenaires Diapédot, ONG africaine et le SPCNLS. L'évacuation des malades du CSPS de Callao vers les centres de santé plus performantes ne sera plus un casse-tête chinois pour les responsables sanitaires et les populations. La commune vient de recevoir une ambulance offerte par le ministère de la Santé. La cérémonie de remise avec Yolande Lompo. Soigneusement garée devant la mairie de Callao, la nouvelle ambulance n'attend plus que d'être livrée afin de rendre service. Elle est la star du jour qui mobilise ses populations et pour mieux traduire leur joie, quoi de plus normal que ces pas de danse. La première ambulance que la mairie de Callao reçoit. Avant, c'est le district sanitaire de Saponé qui faisait les évacuations. Et il faut dire que les CSPS qui sont au niveau de la mairie, pour le CSPS de Callao, il est distant de 30 km et les pistes rurales ne sont pas bien. Et durant la saison pluvieuse, c'est vraiment une zone qui est très inaccessible. Donc la dotation de cette ambulance va vraiment soulager la population et rapprocher les patients, les malades des centres de santé. Le district de Saponé, dont relève le CSPS de Callao, compte 21 formations sanitaires publiques et parmi le chapelet de doléances égrenées par les différents intervenants du haut de ce parloir, l'on retiendra la mise en place d'un système d'éclairage dans ces formations sanitaires et l'érection du CSPS de Callao en SEMA. Il leur faut déjà un comité de gestion. Il faut également un conducteur compétent pour utiliser ce véhicule. Mais il faut également assurer une maintenance quotidienne et des travaux d'entretien périodiques pour que ce véhicule puisse durer le maximum possible. Le CSPS dispose à présent d'une ambulance, mais certains de ces villages sont inaccessibles. C'est le cas à cet endroit où un grand cours d'eau sépare la commune en deux. Les travaux de construction de cet ouvrage entamé depuis 2002 ayant été arrêtés. Quand nous avons été informés, nous avons fait le tout pour comprendre, pour voir un peu qu'est-ce qui avait été fait. Et nous nous sommes rendus compte qu'un grand travail avait été déjà abattu. Mais faute de ressources et faute de suivi, le projet n'a pas pu être bouclé. Pour l'instant, il n'y a pas de tablier. Donc, c'est dire qu'il y a encore un grand travail à faire. Mais l'entreprise que nous avons retenue est en train donc de nous proposer des solutions qui seront mises en œuvre d'ici là. Callao compte plus de 37 000 habitants et en 2013, la commune a enregistré 196 évacuations sanitaires. Des vivres et du matériel pour les populations démunies de l'arrondissement 9 de la commune de Ouagadougou. Le geste est d'un opérateur économique qui entend ainsi contribuer à lutter contre la faim et la pauvreté. Le point avec Yolande Lompo. L'entrepreneur Abdoul Ouedraogo poursuit sa croisière contre la faim. C'est le 13e acte du genre qu'il pose pour soulager les nécessiteux dans les quartiers de la capitale et bien au-delà. Dans sa philosophie, le donateur se veut rassembleur. 100 bancs pour les communautés catholiques et protestantes, 60 bouilloires et 120 nattes pour les musulmans à quelques jours du début du carême et 7 tonnes de riz pour les plus démunis. Je suis vraiment un maire comblé parce que nous entrons dans une période, j'allais dire une période de soudure, comme c'est connu dans notre pays. Et ce geste-là vient vraiment soulager beaucoup de nécessités. J'avais pris le nombre, environ 700 personnes. Ce n'est pas petit pour un secteur. Donc nous ne pouvons que dire merci au PDG de Ampli Saïf pour avoir pensé à nous. Penser aux pauvres en leur apportant son aide multiple et multiforme, c'est ce qu'il y a de plus naturel chez M. Abdoul Ouedraogo. Parce que c'est comme je vous ai dit toujours,
un homme tradition n'est pas un homme libre. Tout ce que nous menons comme des actes, c'est ce que nos papas faisaient, comme on a pris pour le même chemin, pour quand même continuer. Bon, on m'a toujours demandé la valeur du don. Moi, je me dis que ce n'est pas nécessaire. C'est essentiel que vraiment on arrive à donner toujours. On demande au bon Dieu toujours de nous apporter pour qu'on apporte aux autres. Après la remise symbolique, le partage du riz et du matériel s'est fait sur le champ et chaque bénéficiaire est reparti avec ce qui lui revient. Du sport pour terminer, et là nous parlons du mondial de football qui se tient au Brésil. L'Angleterre a perdu son deuxième match hier contre l'Uruguay, 2-1. Les éléphants de Côte d'Ivoire n'ont pas fait le poids face à la Colombie. Didier Drogba et ses partenaires ont été battus 2-1. La Grèce et le Japon se sont neutralisés. Score final de 0 but partout. Et puis pour le programme des matchs de ce soir à 16h, l'Italie sera opposée au Costa Rica. À 19h, la Suisse et la France tenteront de se qualifier pour les huitièmes de finale. Et enfin, à 22h, Honduriens et Équatoriens s'affronteront. Bonne soirée donc de foot sur la RTB. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Bon après-midi.